Fiodor Dostoïevski écrivait que l'homme est un être qui cherche désespérément un sens à son existence. Cette phrase, nichée dans Les Frères Karamazov, ne résume pas seulement un passage de roman. Elle condense l'obsession centrale de toute sa œuvre. Ce mystère brûlant qu'est la conscience humaine, son besoin vital de justification, sa lutte pour ne pas sombrer dans l'absurdité. L'auteur russe voyait dans chaque être humain un chercheur maladroit, hanté par la peur du vide, déchiré entre la soif de lumière et la tentation de s'effondrer dans l'ombre. Mais c'est dans les carnets du sous-sol que cette quête devient une autopsie brutale de la psyché. Le narrateur des carnets, un homme amer, reclus dans un appartement humide de Saint-Pétersbourg, s'appelle lui-même l'homme du sous-sol. Il vit en marge du monde, rongé par une lucidité maladive et par une solitude qu'il entretient presque comme une punition sacrée. Il déteste la société, méprise les conventions, rejette toute forme de douceur humaine, mais dans le même mouvement, il brûle de reconnaissance, d'amour, d'appartenance. Tout en lui n'est que contradiction. Cet homme, qui vient tout juste de franchir 40 ans, se considère déjà perdu, retraité trop tôt de la fonction publique, isolé, sans amis, sans but, il rumine dans une chambre souterraine comme un animal blessé. Ce livre, écrit comme une réponse aux nouvelles philosophies qui déferlaient alors sur la Russie. Le nihilisme, le rationalisme froid, l'existentialisme naissant, est en réalité un avertissement, un cri. Dostoïevski nous murmure « Ne vivez pas comme lui, ou vous finirez comme lui ». L'œuvre dévoile 4 manières de ruiner sa propre existence. La première est la passivité absolue, cette étrange maladie où l'on pense beaucoup, où l'on promet beaucoup, mais où l'on ne fait rien. Le narrateur des carnets passe son temps à imaginer des actions qu'il n'entreprendra jamais. Se battre avec un officier, affronter ceux qu'il envie, réparer ses humiliations. Mais tout cela reste dans la tête, comme des brouillons de vie jetés avant même d'être écrits. Son univers intérieur est un tumulte, mais son existence réelle est immobile. Il divise le monde entre ceux qui agissent et ceux qui pensent. Et lui, tout en se proclamant supérieur par l'intelligence, envie férocement ceux qui se lancent dans l'arène. Les hommes d'action, dit-il, atteignent leur but parce qu'ils sont assez simples pour ne pas se torturer de raisonnement. L'homme trop conscient, trop lucide, trop analytique, lui-même, finit paralysé. Son esprit bouillonne, mais ses mains restent inertes. Il rumine, s'insulte, se promet qu'il agira la prochaine fois, tout en sachant déjà qu'il ne le fera pas. Et c'est ainsi que naît la misère la plus humiliante, celle de perdre son propre respect. Combien de fois avons-nous, nous aussi, annoncé que nous allions changer de vie, régler un problème, affronter une situation, pour ensuite ne rien faire? La promesse non tenue envers soi-même est un venin lent. À mesure qu'elle se répète, elle ronge la confiance intérieure, jusqu'à ce que l'on commence à croire que l'on n'est plus capable de rien. L'homme du sous-sol fournit un exemple d'une tristesse presque comique. Insulté par une connaissance, il décide qu'il doit absolument la gifler pour retrouver sa dignité. Il en est persuadé, ce geste est la clé de sa rédemption. Il monte dans une calèche, se rend au lieu où il croit trouver son ennemi, mais ne le trouve pas. Et alors, comme une baudruche percée, il abandonne. Ce minuscule obstacle suffit à le désarmer. Sa volonté se dissout. Il ne tente rien d'autre. Il accepte, sans même lutter, de rester l'homme méprisable qu'il croit être. Dostoïevski nous prévient ici avec une clarté glaçante. Si vous renoncez trop souvent à agir, vous cesserez un jour de croire que vous pouvez agir. Et à partir de ce moment, toute votre vie deviendra une cage dont vous êtes en même temps le prisonnier et le geôlier. Le deuxième naufrage décrit par Dostoïevski est l'évitement du conflit. L'homme du sous-sol fuit toutes les situations où il pourrait s'affirmer, se confronter, grandir. Il a démissionné dès qu'il en a eu l'occasion, puis n'a plus rien entrepris. En se dérobant aux défis extérieurs, il a créé le plus terrible de tous. Une vie vide. Il a quitté la partie.
puis il s'étonne de ne plus être invité à jouer. Sa lâcheté quotidienne devient un mode de vie. Chaque fois qu'un conflit, un désaccord, un risque ou même une simple rencontre honnête se présente, il recule. Ainsi, il ne devient jamais courageux, jamais mature, jamais libre. Dans un passage saisissant, il croise d'anciens collègues qu'il méprise, mais n'ose pas leur tenir tête. Au lieu d'exprimer ce qu'il ressent, il sourit, se plie, s'adapte, s'humilie. La colère qu'il n'ose pas diriger vers eux se retourne contre lui et le dévore. Et toi, quel conflit fuis-tu? Quel défi repousses-tu chaque semaine? Quelle version de toi-même refuses-tu de devenir par peur du ridicule ou du rejet? Dans la logique implacable de Dostoïevski, esquiver la confrontation ne préserve pas l'âme, cela la déforme. Fuir les épreuves ne protège rien, cela détruit lentement la capacité même de vivre. L'homme du sous-sol, en refusant chaque occasion de se mesurer au monde, a perdu la possibilité de se mesurer à lui-même. Il n'a plus de repères, plus de tension vitale, plus de mouvement intérieur. À force de se dérober, il s'est érodé. Et ce qui demeure en lui n'est plus qu'une silhouette d'homme, un être creux qui contemple le monde comme depuis un cercueil encore ouvert. Mais la chute continue. La troisième façon de ruiner sa vie, selon Dostoïevski, est de fuir la responsabilité. L'homme du sous-sol accuse tout le monde, sauf lui. Il reproche à ses collègues sa médiocrité, à la société son injustice, au monde sa froideur, aux autres leur incapacité à comprendre sa grandeur. Il voit partout des coupables, sauf dans son propre miroir. Pour lui, l'univers entier conspire contre sa dignité. Il croit être victime d'un complot vague, métaphysique, un complot dont il est le centre. Cette incapacité à reconnaître sa propre part de faute le plonge dans une désespérance totale. Car celui qui n'assume rien ne peut changer rien. Celui qui ne se croit responsable de rien ne devient maître de rien. L'homme du sous-sol se présente comme une âme écrasée par la cruauté du monde, alors que ce monde ne fait souvent que lui renvoyer le reflet exact de son hostilité. Il exige de l'amour, mais rejette tout ce qui ressemble à de la tendresse. Il réclame du respect, mais se comporte de manière méprisable. Il s'indigne d'être seul, mais fuit quiconque lui tend la main. L'un des moments les plus bouleversants du roman survient lorsqu'une jeune femme, une prostituée nommée Liza, lui offre un geste de compassion sincère. Elle l'enlace, prend sa douleur au sérieux, se montre plus humaine que quiconque auparavant. Et lui, incapable d'accepter cette lumière, murmure « Je ne peux pas. Je ne pourrai jamais redevenir bon. » Cette phrase résonne comme un verdict prononcé contre soi-même. Ce n'est pas le monde qui lui ferme la porte, c'est lui qui décide que la porte n'existe plus. À cet instant précis, il scelle son destin. Il choisit l'enfer intérieur plutôt que la vulnérabilité. Il préfère l'orgueil de sa propre misère à la possibilité d'un salut. Peu de personnages illustrent mieux que lui l'idée paradoxale que l'homme préfère souvent souffrir plutôt que changer. Dostoïevski montre que la désespérance la plus totale ne vient pas de l'absence d'espoir, mais du refus de le saisir lorsqu'il apparaît. Le quatrième chemin vers la destruction de soi est sans doute le plus dangereux, la vanité intellectuelle. Dostoïevski connaissait bien ce piège, lui qui possédait une intelligence fulgurante, mais savait à quel point la pensée peut devenir un labyrinthe mortel. L'homme du sous-sol se croit exceptionnellement lucide. Il est persuadé que son nihilisme, son cynisme, sa froideur sont des signes de sophistication. Il méprise ceux qui sont plus heureux, plus simples, plus chaleureux, comme s'ils étaient naïfs. Il s'imagine au-dessus des autres, alors qu'il n'a accompli absolument rien. Tout au long du récit, la vie lui montre des exemples qui pourraient remettre en question ses convictions. Des camarades qui, sans être brillants, réussissent mieux que lui. Lisa, qui malgré son existence tragique, conserve douceur et empathie.
des hommes ordinaires qui trouvent du sens dans des gestes concrets. Mais il rejette tout cela d'un revers de main. Non pas parce qu'il a des arguments solides, mais parce que reconnaître la valeur d'un autre mode de vie détruirait l'illusion qui le maintient debout. L'idée qu'il est trop intelligent pour ce monde. Il s'offre ainsi un dernier refuge, celui de se croire incompris. Ce mensonge intérieur lui permet de tolérer son échec. Ce n'est pas qu'il est incapable de vivre, c'est que le monde n'est pas assez noble pour lui. Ce n'est pas qu'il manque de courage, c'est que la société est trop frivole. Ce n'est pas qu'il est lâche, solitaire, amer, c'est que les autres sont médiocres. Son narcissisme intellectuel devient sa prison. Dostoïevski met en garde ici contre le sort réservé à ceux qui confondent la pensée avec la vie. Penser ne suffit pas. Comprendre ne suffit pas. Lire, analyser, critiquer ne suffit pas. Il faut agir, aimer, s'engager, échouer, recommencer. L'homme du sous-sol a renoncé à cette aventure. Il s'est réfugié dans une cave mentale, une forteresse de raisonnement qui justifie sa paralysie. Dans la vision dostoïevskienne, le danger suprême n'est pas la souffrance, ni l'échec, ni même la solitude. Le vrai désastre, celui qui détruit lentement l'âme, vient du moment où l'on cesse d'apprendre. L'homme du sous-sol n'est pas seulement malheureux, il est figé, immobile, figé dans sa certitude d'avoir tout compris, figé dans l'idée que sa lucidité est un fardeau trop lourd pour être partagé, figé dans la conviction que le monde n'a rien à lui offrir et que lui n'a plus rien à offrir au monde. C'est là que réside la tragédie la plus humaine de son histoire. Il aurait pu changer. Le salut lui a été tendu par Lisa, par la vie elle-même, par les possibilités encore ouvertes devant lui. Mais il a choisi son propre gouffre. Comme un homme qui préfère la brûlure familière de sa chaîne à l'air froid de la liberté, il retourne, encore et encore, vers le sous-sol de son esprit. Dostoïevski montre que certains ne sont pas seulement prisonniers, ils sont geôliers d'eux-mêmes et gardent férocement les clés de leur propre cage. Les commentateurs modernes voient dans ce personnage une métaphore de notre époque, hyper consciente, anxieuse, fragmentée. Une époque où l'on rumine plus qu'on ne vit, où l'on théorise plus qu'on aime, où l'on s'indigne plus qu'on agit. Une époque où la lucidité peut devenir une excuse pour la passivité, où l'ironie remplace l'engagement, où la critique permanente étouffe le courage de créer. L'homme du sous-sol est le prototype de cette âme paralysée par l'excès d'analyse. Une âme qui voit clair, mais trop tard, et jamais au bon endroit. Dostoïevski démontre quelque chose d'essentiel. La conscience, laissée à elle-même, peut devenir un monstre. Elle peut dévorer toute spontanéité, toute foi, toute tendresse. Elle peut transformer l'esprit en instrument de torture. Sans action, sans responsabilité, sans confrontation, la pensée se retourne contre soi. Et plus elle est brillante, plus elle détruit. Le narrateur du sous-sol n'est pas écrasé par le monde. Il est écrasé par lui-même. À la fin du texte, ce qui subsiste n'est plus un homme, mais un écho. Un être qui aurait pu aimer, travailler, créer, affronter ses démons, mais qui s'est replié dans une coquille intellectuelle tellement épaisse qu'elle l'a étouffé. Il contemple l'existence comme un spectateur amer, persuadé d'être supérieur à ceux qui osent vivre, mais secrètement envieux de leur capacité à s'abandonner au réel. Sa lucidité, au lieu d'être une lumière, est devenue un acide. Dostoïevski ne propose pas un simple récit pessimiste. Il propose un avertissement, peut-être l'un des plus puissants de la littérature. Il nous dit que la pensée n'est pas suffisante, que l'analyse, la conscience, l'ironie ne sont pas des refuges, que l'âme humaine a besoin d'engagement, de responsabilité, de conflits à traverser, d'actions imparfaites mais réelles, et que sans cela, elle pourrit
se retourne contre soi, devient une arme dirigée vers son propre cœur. Le message qui se dégage est brûlant. Si tu veux respecter les autres, commence par te respecter toi-même. Si tu veux être libre, assume les conséquences de tes actes. Si tu veux cesser de souffrir, cesse de fuir. Et si tu veux donner un sens à ta vie, arrête de l'observer depuis une cave. Pour conclure, je laisse résonner les mots mêmes de Dostoïevski, reformulés en français littéraire dans toute leur force. Si tu veux que le monde te traite avec dignité, commence par te regarder sans honte. Le respect que tu inspires aux autres n'est que le reflet du respect que tu t'accordes.